Bernard Oudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-ivoirien, conseiller du président Laurent Gbagbo et surtout auteur de Gbagbo, un homme indestin qui vient de sortir. Alors vous racontez dans cet ouvrage, vous revenez sur le long parcours du président Gbagbo, sur cette longue crise ivoirienne et aussi sur ces années d'incarcération. Et en préambule de l'ouvrage, vous dites que le procès de Laurent Gbagbo est un test de crédibilité pour la Cour pénale internationale. Alors, êtes-vous satisfait de la décision d'acquittement en première instance de l'ancien président ? J'avais dit il y a plusieurs années dans une tribune, au moment où Gbagbo arrivait à la Cour pénale, que la libération du président serait quasiment l'acte de naissance de la CPI, parce qu'elle saurait dire le droit, et le maintien de Gbagbo en prison serait une forme d'acte de décès. Le 14 janvier, la Cour a prononcé l'acquittement du président avec libération immédiate. Et à la fin de mon livre donc, que vous évoquez, j'avais dit, quand le livre est paru début janvier, c'était fin décembre, les derniers écrits, j'ai dit la Cour est devant une situation simple, l'acquittement ou la forfaiture judiciaire. Elle a choisi l'acquittement. Le procureur essaye de prolonger son désastre. Nous allons bien voir dans les jours qui viennent que l'acquittement devra être confirmé et la Cour pénale sortir grandie de cette affaire. Oui, il faut rappeler qu'il y a une procédure en appel qui a été lancée par le procureur. Vous revenez aussi en publiant des emails confidentiels, notamment sur une scène qui s'est passée en juin 2013, selon lesquelles une diplomate française aurait souligné qu'il aurait pu être libéré plus tôt. Ce sont des emails qui sont dans le package d'emails dont une partie avait été révélée par Mediapart. Et il y en a un qui est d'ailleurs fin mai 2013. C'est un échange entre Ocampo, qui est l'ancien procureur, qui se trouve à New York comme avocat d'affaires, et Madame Lefrappert-du-Hélène, diplomate française à l'ONU, qui est l'ex-assistante d'Ocampo au moment des événements du transfert de Gbagbo en 2011. Et elle lui dit clairement à un moment donné, dans un échange de mails, que Gbagbo va être libéré le 28 mai, c'est-à-dire le jour où la Cour préliminaire, la Chambre préliminaire, devait donner son verdict. Et on sait ce qui s'est passé. Le 28, il n'y a pas eu de décision. Elle a eu lieu le début juin 2013. On a renvoyé le dossier de Gbagbo à journée pour un an supplémentaire. Et au bout de cette année, Gbagbo a été donc confirmé dans les charges et transféré à la chambre numéro 1. Mais il faut savoir que déjà dans le premier mail de 2013, la Française raconte que la juge belge dit qu'il n'y a aucune charge valable contre Gbagbo. Et c'est cette même juge qui, en 2014, va émettre cette opinion dissidente très forte, dans laquelle elle dit s'il y a procès contre Gbagbo, la Cour pénale ne peut que le perdre. Et on y est. On a beaucoup parlé de justice des vainqueurs à la faveur de ce procès qui a lieu depuis 5 ans maintenant devant la Cour pénale internationale. Est-ce que le fait que le procureur n'ait pas pu avoir sous la main les personnes dont elle soupçonnait d'avoir également commis des crimes dans le camp Ouattara pendant la crise post-électorale a décrédibilisé cette Cour ? La Cour est décrédibilisée dès l'origine parce que je ne pense pas que la Cour ait cherché à faire un procès sur les événements de la Côte d'Ivoire, un procès au profit des victimes. C'est un procès politique, c'est une tentative de faire disparaître le président de la République en titre pour installer celui que la communauté internationale avait choisi. Et dans cette affaire, on voit bien que le dossier a été entièrement hanté de bric et de broc, comme m'a dit un juge de la CPI, et que dans ces conditions-là, on ne pouvait pas arriver à un résultat qui soit satisfaisant pour les uns et pour les autres. J'entends parler des victimes, mais les victimes ont été choisies par le procureur lui-même. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Massida, la représentante des victimes, qui dans une conférence de presse à Abidjan il y a quelques jours a dit « Je ne connaissais pas les victimes, je n'ai pas choisi les victimes, je n'ai pas fait d'enquête. Le procureur m'a donné un dossier et m'a demandé de le suivre au nom de... » C'est-à-dire qu'elle est quasiment commise d'office dans cette affaire. Et dans cette affaire, des milliers de victimes de l'autre côté, qui sont, à mon avis, beaucoup plus élevées, n'ont eu même pas le droit d'être représentées.
Et il faut dire aussi que l'enquête Côte d'Ivoire 2, qui doit faire aussi la lumière sur ces événements en Côte d'Ivoire, n'a pas beaucoup avancé. Je pensais même qu'elle n'a jamais dû démarrer, d'ailleurs, à mon avis. Elle a démarré, il y a eu quand même un rapport préliminaire. Oui, on peut faire un rapport à la CPI, mais je ne vois pas sur le terrain. C'est pourtant très facile. Je vous donne un seul exemple pour aider Mme Bensouda. C'est le 17 mars 2011, M. Ouattara, qui est à l'hôtel du Golfe, se considère comme président. Il fait une ordonnance. Il fait beaucoup d'ordonnances qui sont faites dans des conditions pas toujours très juridiques. Et là, il fait une ordonnance en disant que les forces nouvelles se deviennent renommées Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et lui est chef des armées, donc le patron des FRCI. 10 jours après cette affaire-là, il y a le massacre de Douékoué, qui, pour faire court, est une forme de Radour-sur-Glane ivoirien. C'est perpétré par les FRCI, c'est documenté par Amnesty International, Human Rights Watch et les Nations Unies. Le coupable sur place s'appelle, le patron de la Comzone, s'appelle Loseni Ouattara, le fameux Los. Il n'est pas inquiété, mais Loseni Ouattara est devenu, le Fofana, pardon, est devenu depuis lieutenant-colonel de l'armée de Ouattara et patron de la région militaire de Douékoué. Et Ouattara, du Grand Ouest. Du Grand Ouest, qui est le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà un exemple où il n'y a pas besoin de faire une enquête de 10 000 pages. Les audiences reprennent le 1er février devant la Chambre d'appel. Une libération provisoire pourrait être prononcée. Où ira s'installer Laurent Gbagbo, selon vous? En Belgique, auprès de son épouse et de son fils? La première chose, c'est d'abord l'audience du 1er février est une simple audience sur les conditions de la libération de Gbagbo et ne remettent pas en cause l'acquittement. Comme l'ont dit 2 juges de la Chambre d'appel, la demande du procureur pour l'autre jour, le 15 janvier, était une décision irrecevable en l'état par la Chambre d'appel. Il a dû se passer des choses à l'intérieur de la Chambre. On verra le 1er février si le droit est finalement dit. La normalité en droit, c'est que Gbagbo soit libre et aille où il veut. Ce n'est pas moi de décider dans le droit où il ira. Il fera son choix. Si, pour des raisons spécieuses, on veut faire une étape intermédiaire en provoquant une forme de liberté conditionnelle, je ne peux pas dire non plus quelque chose, puisque ce sera la Cour elle-même qui le décidera. Dans tous les cas, s'il souhaite rentrer en Côte d'Ivoire, son retour devra passer par un processus de négociation avec les autorités. Il est condamné à 20 ans de réclusion pour des crimes économiques durant la crise post-électorale. Donc il faudra bien négocier avec le pouvoir. Si on se réfère à ce crime économique qui est le pillage, entre guillemets, de la BCEAO avec des co-auteurs. L'ordonnance, encore une fois, qui avait été prise dans des conditions un peu bizarres le 6 août 2018 par Ouattara, a amnistié les faits. À partir du moment où les faits sont amnistiés, les auteurs de ces faits sont amnistiés. Ouattara avait dit dans l'ordonnance qu'il ne pouvait pas amnistier des gens qui étaient sous le régime d'un tribunal international. Mais à partir du moment où la Cour pénale a acquitté Gbagbo, les faits incriminés sur Gbagbo en Côte d'Ivoire tombent d'eux-mêmes. Donc cette affaire-là, par contre, le retour de Gbagbo à Abidjan ne doit pas se négocier avec M. Ouattara. Le retour de Gbagbo à Abidjan doit se faire dans le calme, la bonne compréhension des uns et des autres, et que la population ne manifeste pas trop bruyamment. C'est pour ça qu'il y aura une étape, à mon avis, qui permettra aux uns et aux autres de laisser revenir Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est son pays, son seul pays, et de participer aux jeux politiques. Participer aux jeux politiques, vous l'avez fréquenté, vous lui avez rendu visite de très nombreuses fois ces dernières années. Son parti a eu tendance à se déchirer aussi pendant son incarcération. Est-ce que son acquittement et son éventuel retour en Côte d'Ivoire, selon vous, marquera la fin des dissensions au sein du Front populaire ivoirien ? Il n'y a pas de dissension au sein du Front populaire ivoirien. Il y a une tentative désespérée d'un ancien dirigeant du Front populaire ivoirien qui a été exclu au congrès de Mama de vouloir prendre la tête du parti dans des conditions où seule la justice de Ouattara lui a donné raison. Mais le parti aujourd'hui est sous la direction du président Gbagbo qui a été élu au congrès de Mama, réélu au congrès de Mossou, et le décès malheureux, paix à son âme, de Aboudraman Sangaré
a mis les choses au clair. Gbagbo a mis fin à tout intérim, il est le président en titre. Et d'ailleurs, je remarque aujourd'hui que la déviance de l'ancien responsable FPI apparaît de moins en moins, même dans la presse internationale, comme un obstacle aux avancées du FPI sous la direction de Laurent Gbagbo. On assiste actuellement à une recomposition du paysage politique ivoirien et on voit apparaître la constitution d'un front, tout sauf le parti d'Alassane Ouattara dans l'optique de la présidentielle de 2020. Et il y a beaucoup d'appels du pied de l'ancien président Henri Konan Bédié pour monter une plateforme avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. À quelles conditions le FPI peut-il jouer le jeu de cette plateforme ? Je dirais d'abord que grâce à M. Ouattara et à sa tentative de faire un RHDP unifié, tout ce qu'il a réussi à unifier, c'est tous les gens qui sont contre lui. C'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un régime qui devrait être démocratique en Côte d'Ivoire, pour lequel Laurent Gbagbo, père du multipartisme, s'est toujours battu, et qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, tous les partis d'opposition ne veulent plus voir la dérive actuelle de la Côte d'Ivoire, qui est une dérive dictatoriale. On l'a encore vu avec le congrès, entre guillemets, du RHDP dimanche à Abidjan, et que tous ces partis-là ont d'abord un premier objectif, c'est de mettre fin à ce système qui mène la Côte d'Ivoire dans le mur. Après ça, les uns et les autres pourront s'exprimer librement dans le choix démocratique. Et comme dit Laurent Gbagbo, il n'y a pas de propriétaire du fauteuil présidentiel, par exemple. Il y a des locataires, et le propriétaire, c'est le peuple ivoirien qui sera amené à s'exprimer au cours d'élections qui devront être libres, justes et transparentes. Mais faut-il monter cette plateforme ? Est-ce que c'est une plateforme d'alliance pour le second tour que préfigurent ces discussions ou ces appels du pied ? La première plateforme, c'est celle pour le retour à un système démocratique. Donc il faut une commission électorale indépendante au vrai sens du terme. Il faut une liste électorale mise à jour, et parce qu'actuellement la liste électorale ivoirienne est extrêmement confuse et extrêmement limitée. Il faut des conditions d'élection dans la sécurité physique des personnes. Il faut toutes ces règles-là pour qu'on arrive à une élection. Ensuite, on verra, les jeux des partis politiques peuvent s'allier en conditions de circonstances. Mais ça, c'est le jeu normal de la démocratie. Les trois héritiers, entre guillemets, de Félix Houphouët-Boigny s'affrontent politiquement depuis la mort de ce dernier en 1993. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place à une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire pour faire taire les divisions qui durent depuis plus de 20 ans ? Laurent Gbagbo m'a dit un jour à la prison, quand cette crise politique sera terminée, la Côte d'Ivoire sera tranquille pour les 50 ans à venir. Donc Laurent Gbagbo pose les bases d'une rénovation du pays où manifestement, à un moment donné, il ne sera plus. Mais Laurent Gbagbo a encore un grand rôle à jouer. On me dit des fois que Gbagbo peut-être revenir en politique. Il ne reviendra pas en politique, il n'est jamais parti. Donc il n'a pas besoin de revenir puisqu'il a toujours été là. Et je pense qu'il faut savoir d'abord que Laurent Gbagbo est le seul homme politique ivoirien qui a toujours été constant. Il a été dans l'opposition tout le temps, une position constructive, mais toujours dans l'opposition. Et après, il est arrivé au pouvoir, tandis que ses opposants ont, à certains moments, bougé dans un sens ou dans l'autre, dans des conditions pas toujours très honorables pour les uns et pour les autres. Mais lui aussi a bougé dans un sens ou Non, dans l'autre. Il non, avait non. monté le Front républicain. Non. Et puis là, actuellement, il est tenté de faire alliance avec Henri Konan Bédié. Non, c'est deux choses différentes de dire on a participé à un pouvoir, puis on participe à un autre pouvoir. Gbagbo n'a jamais participé à un autre pouvoir que le sien. Et quand vous rappelez les épisodes du Front républicain ou d'autres, Gbagbo dit le Front républicain, c'est parce que j'étais contre le fait qu'on empêche certains de se présenter et que dans ces conditions-là, il fallait qu'on le fasse savoir à l'opinion publique. Mais il disait aussi, et il avait été reçu un jour au RDR, il avait dit « Je ne suis pas là parce que j'ai vos idées, mais je suis là pour que vos idées aient le droit de s'exprimer ». Ça, c'était la volonté démocratique de Gbagbo. Bernard Oudin, merci. Merci.